Donc, ce livre qui découle de ma thèse a pour point de départ mon mémoire de maîtrise qui portait sur la correspondance de Julie Bruno-Papineau et de Chevalier de Lorimier. Dans ce mémoire, j'ai voulu montrer les stratégies de résistance qui passent par l'épistolaire, par l'écriture privée et qui participent à l'émancipation nationale et à l'émancipation du sujet féminin. Donc, dans le cadre de ma thèse, ce que j'ai voulu faire, c'est de vérifier s'il était possible de trouver d'autres femmes, d'autres épistolières qui ressemblent, dans une certaine mesure, à Julie Bruno-Papineau, qui était vraiment le point de départ. Je n'ai pas trouvé d'épistolière tout à fait similaire, avec une pensée politique aussi raffinée que Julie Bruno-Papineau, mais j'ai trouvé plus de 70 épistolières sur une période de 10 ans qui nous amènent à réévaluer la distinction entre le privé et le public pendant la période insurrectionnelle. Je postule dans ce livre que la période insurrectionnelle est un moment singulier qui permet de rendre beaucoup plus fluides les catégories du privé et du public et de diversifier les rôles auxquels les femmes sont appelées à incarner, notamment en raison de l'absence des maris. Donc, l'absence des maris procure de nombreuses occasions aux femmes, donc c'est tout à fait chouette lorsqu'on s'intéresse à l'histoire des femmes au Québec et à l'histoire littéraire des femmes. Donc, dans ce livre, j'étudie un corpus de 300 lettres que j'ai exhumé des fonds d'archives pour proposer une traversée des pratiques épistolaires sur une période de 10 ans. Donc, la méthode du livre, elle était à la fois faite de connaissances historiques, mais aussi il y a un côté intuitif, hein, je ne m'en cacherai pas. Donc, je suis partie des correspondances existantes, notamment l'édition des lettres de Julie Bruno-Papineau et celle de Rosalie Papineau-Dessaules. Puis, je suis allée fouiller les fonds d'archives des parlementaires, des patriotes un peu incontournables, pour voir si les épouses avaient écrit, mais s'ils étaient aussi des intermédiaires pour des femmes. J'ai découvert la correspondance des femmes autour de Ludger Duvernay, qui était très riche en perspectives dans le rapport entre l'épistolaire et le journalisme à cette époque. Donc, j'ai commencé par le fonds Papineau, le fonds des Vigées, hein, des grands bourgeois, puisque ceux-ci, contrairement aux familles plus modestes, ont vraiment le souci de conserver leur patrimoine, de conserver leurs archives. Donc, je suis partie de là. Et puis, pour compléter ce panorama, puisque je voulais explorer d'autres cas de figure que celle de l'épistolière bourgeoise, je suis allée dans les fonds d'archives plus officiels, notamment le fonds d'archives du banc du roi de la reine. Non, je suis sûre que je ne l'ai pas dit correctement. Mais donc, pour trouver des requêtes de femmes, de patriotes emprisonnés, réclamant soit des indemnisations ou la libération de leur mari. Donc, il y avait un peu d'intuition, mais aussi une rigueur, dans le fait que dans la mesure où j'ai fouillé les principaux fonds d'archives des patriotes incontournables. Par la suite, la lecture croisée à laquelle je m'adonne entre les lettres et les périodiques de la période m'ont invité à dépouiller aussi toute une série de livraisons de journaux, parmi les plus importants de la période. Je pense notamment au Canadien et à la Minerve. Donc, j'ai dû négocier ce double corpus en le faisant dialoguer, donc les lettres manuscrites et les correspondances de journaux. Conserver la graphie originale de l'époque s'est imposé, puisque d'une part, ces lettres venaient à peine d'être sorties du silence, je leur aurais imposé une grille plus contemporaine, une syntaxe plus moderne, donc je me refusais de dénaturer ce corpus à peine sorti du silence. Aussi, même lorsque les correspondances étaient éditées, je pense à celles de Julie Bruno-Papineau et de Rosalie Papineau-Dessaules, j'ai refusé de m'appuyer sur les éditions puisqu'il y avait tout un travail de modernisation aussi et de correction qui avait été fait par les éditeurs. Donc, j'ai voulu me replonger dans l'épaisseur du temps de cette période en respectant les erreurs d'orthographe et aussi, ça aurait créé des distorsions de mettre côte à côte des lettres dont la graphie aurait été modernisée et des lettres à l'état original. Donc, je ne voulais pas créer de distorsion dans mon corpus. Donc, j'ai respecté
la graphie, donc j'ai reproduit les erreurs grammaticales, puisqu'à cette époque, le français n'est pas tout à fait normalisé. J'ai respecté aussi les ratures, puisque ça nous dit quelque chose des conditions de la pratique épistolaire. Si on ne prend pas la peine de réécrire, de mettre au propre sa lettre, c'est peut-être parce que le papier coûte cher, c'est peut-être parce qu'on manque de temps et l'urgence d'écrire dépasse le souci de soigner sa lettre. Donc, j'ai pris soin de conserver le plus possible l'état dans lequel j'ai retrouvé ces lettres. Avec les requêtes aux autorités, je me suis aperçue également qu'il y avait toute une série de contraintes qui balisaient cette écriture. Une femme ne s'adresse pas comme elle veut à un homme d'État. Et donc, on voit par la disposition, les blancs laissés dans les marges et dans l'entête, à quel point c'est une marque de respect de ne pas couvrir tout l'espace de la page disponible, alors qu'au contraire, lorsqu'on écrit à un mari exilé, eh bien, on veut couvrir tout l'espace disponible, puisque c'est en quelque sorte une façon de témoigner de son affection. J'ai retrouvé une lettre écrite d'une Canadienne qui est en France, et non seulement elle écrit dans les marges, dans tous les sens, mais elle reprend la première page et la tourne, et elle réécrit par-dessus sa lettre. Donc, on a quelque chose de très quadrillé, et il faut déchiffrer. Ça rend difficile le déchiffrage, mais en même temps, de ne pas le signaler, ce serait ne pas rendre compte de la pratique épistolaire telle qu'elle était régulée à l'époque qui m'intéressait.